ton nom complet et qu'est-ce que ça veut dire? Je m'appelle Balkissa Daura. Balkissa, c'est la reine de Saba. Bilkis, à l'origine. Daura, c'est le nom de famille. Et donc, on est originaire de Daura, qui est un des royaumes Hausa, ou une cité Hausa de l'histoire des royaumes Hausa. Donc, nord Nigeria et sud Niger actuel. Donc, tu es du Niger. Je suis du Niger et mon père, sa famille est originairement du Nigeria. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être du Niger? Alors, ça veut dire qu'on parle Hausa. Ça veut dire qu'on parle français si on est parti à l'école ou qu'on parle arabe si on est parti à la médersa. Ça veut dire aussi qu'on a eu la chance, comme pour moi, d'aller à une école catholique pour le primaire. Et c'est paradoxal, mais le week-end de partir à l'école coranique. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est beaucoup de diversité. C'est beaucoup d'identité aussi parce que on a des voisins différents, on a des voisins d'autres ethnies. On prend un peu de tout dans leur éducation. Et voilà, on devient comment on dit, melting pot de quelque chose qui donne un Nigérien. Et toi, Balkissa, qu'est-ce que tu me dirais de toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être nigérienne? Je pense que je suis plus Hausa que nigérienne. Oui, je me retrouve plus dans l'identité Hausa. Je me retrouve aussi dans la femme Hausa, pas la femme nigérienne. Et je me retrouve par contre, peut-être la fille du Niger parce que j'ai beaucoup de diversité culturelle que j'ai puisée le long de mon expérience à tourner dans le Niger. Donc, oui, Hausa, nigérienne. Ça veut dire quoi? Tu as dit la femme Hausa. À quoi elle ressemble la femme Hausa? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est culturellement? Alors, culturellement, elle est traditionnelle, elle est calme, elle est posée. Elle n'est pas loud, elle fait pas beaucoup de bruit, elle est soumise en général. Et je vois toutes mes tantes là, je vois tout leur visage. Elle est battante, elle tient le foyer, mais elle est invisible. Oui, c'est la femme Hausa. Et toi, tu te vois comme ça? Peut-être parce que je suis pas encore mariée, je sais pas comment je vais réagir dans un mariage, mais je me vois comme ça en comparaison, parce que tu n'es conscient de qui tu es. Moi, j'ai commencé à devenir consciente de qui je suis quand j'ai commencé à voyager et quand j'ai déménagé du Niger pour le Sénégal pour étudier. Donc là, tout de suite, tout ce que tu fais est différent. Pour toi, c'est la routine, c'est naturel, mais tu portes le henné. Pour les autres, mais tu portes tout le temps le henné. Mais pourquoi tu fais ça? Tu mets ton foulard d'une manière, qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'habilles toujours avec un accent forcément Hausa. Ou on dira nigérien ou sahélien, d'autres vont voir le Sahel. Mais c'est ça pour moi, c'est la femme Hausa, elle est différente. Elle est humble, elle est soumise. Je le suis pas beaucoup. Je suis un peu plus bruyante, je vais dire. Parce que aussi les choix de vie ou les contextes font qu'on devient ou un peu plus bruyant, plus parlant, plus vif que d'autres. Donc, ça dépend de l'évolution. Et je pense que si j'avais eu le parcours normal d'une fille Hausa, mariée vers 20 ans, 20 quelque chose, des clichés, je pense que je serais restée sur la voie, là. Tu as dit que tu es une petite fille nigérienne parce que tu as beaucoup bougé. Alors, j'aimerais bien que tu nous ramènes sur la petite Balkissa. Elle est née où? Elle est née dans quel type de famille? Quel type de dynamique? Et quel parcours de migration tu as eu? Alors, je suis née à Niamey. J'ai autour de 2 ans, mes parents ont déménagé pour aller à Zender, qui est à 900 km à peu près de Niamey. Après toutes les vacances, on bougeait pour visiter des familles. Donc, c'est soit Agadez, soit Douti, forcément, chez ma mère, parce qu'elle est du centre Niger, elle est Maori. Hausa aussi, hein. Mais Maori, c'est un sous-groupe. Et tout le temps aussi, retour au Niger, ou à Niamey, ou à Tawa, ou à Difa, que j'ai découvert un peu plus tard. Mais moi, j'ai eu la chance de faire du volley à Zender. On dira un trou perdu parce que c'est il y a 20 ans peut-être. Mais écoute, c'est
c'est fascinant. Entre la tradition et le modernisme, la valse qui se dansait n'était pas forcément douce parce que c'était pas encore accepté. C'était des toutes petites culottes, des filles de 10 ans. Et Zender, c'est très traditionnel, très culturel, très authentique, très Hausa. Si tu connais l'histoire du Niger, Zender, c'était la première capitale du Niger. Ça a été bougé à Niamey. Et avant, ça s'appelait Damagaram. Encore, le nom, c'était Damagaram et c'était les sultans de Dam. Alors, on a un sultanat dont on est fier d'ailleurs. Et oui, modernisme, tradition, religion, éducation traditionnelle à la maison. Je vais pas dire catholique à l'école, mais quand même occidentale, on va dire ça comme ça. Et puis à l'école coranique, voilà. Arabe, avec tout ce que tu peux imaginer, le petit voile, le halo qu'on appelle la tablette, sur laquelle on a appris à écrire l'arabe et à le lire. Et oui, enfant du Niger, parce que aussi tout ce que je danse, tout ce que je chante, tout ce que je parle, tout ce que je mange est de l'actuel territoire du Niger. Plus, oui, Niger, Nigeria, mais plus Niger. Et quand tu expliques, tu dis que tu viens d'une famille, l'éducation traditionnelle. Comment ça se manifestait? Alors, par exemple, on regardait pas la télé chez moi. Moi, j'ai pas grandi à regarder la télé. J'étais plutôt dehors, tout le temps dehors. Et d'ailleurs, j'ai payé le prix parce que à un moment, j'avais les pieds tout. J'avais fait des allergies aux pieds parce que je me baladais pieds nus partout. Mais tout le monde le faisait, donc pourquoi pas moi? Et c'était le prix à payer pour ma liberté, tu vois. Je pense que j'avais une grande sœur, j'ai une grande sœur et un petit frère. Et c'était ce devoir d'être le pont un peu entre deux identités, deux entités. Ma grande sœur, elle est nettement plus grande que moi, 6 ans d'écart. Désolée de dire ton âge, les gens sauront. Et puis mon petit frère, je peux dire 3 ans. Désolée aussi parce qu'il fait plus grand que moi. Et donc, il fallait toujours jouer ce rôle de bridge, de pont. Mais j'étais apparemment très taquine quand j'étais petite, souvent calme, mais vraiment taquine. Et people pleaser parce que j'ai toujours voulu que tout le monde soit à l'aise avec moi. Et moi, tout ce qui me tenait à cœur, c'était, à part rendre les parents fiers, être bon à l'école, mais c'était sortir, c'était jouer, c'était crier dans le quartier, c'était me salir et revenir. Et puis, voilà. Bon, on nous frappait pas, donc ça facilitait les choses. Ça va. Et tu m'as dit qu'il y a un moment où tu as su que ou en tout cas, tu t'es vraiment ressenti plus à Oussa quand tu es arrivé au Sénégal pour faire tes études. Est-ce que tu peux un peu me raconter pourquoi tu es venu au Sénégal et qu'est-ce que tu as fait? Quel a été ton parcours? Comment ça aussi, quelle empreinte ça a eu sur la Balkissa d'aujourd'hui? Longue histoire. Pourquoi le Sénégal? Parce que mes parents se sont rencontrés au Sénégal. Oh. Ah oui, belle histoire d'ailleurs. Ils se sont rencontrés au Sénégal, donc nous, en grandissant, ça faisait partie de l'histoire de notre famille. Ah oui, c'est au Sénégal qu'on s'est rencontrés. Ma mère a fait sa formation au COFEB pour la BCAO au Sénégal, à Dakar. Donc, j'ai marché dans ses pas à la Médina. Et écoute, c'est parce qu'il y avait aussi ce ressenti de rester africaine. J'avais le choix de partir ou en France, ou au Maroc, ou au Sénégal. Alors, j'étais pas prête de partir en France. Je ne peux pas expliquer pourquoi. J'étais pas prête. Je pouvais pas partir au Maroc. Ma sœur avait déjà fait le Maroc. Et malheureusement, elle a vécu des épisodes qui n'étaient pas très reluisants du Maroc. Tu vois, elle a été agressée et tout ça, ça n'encourageait pas et tout. Et moi, non. Je voulais pas ça. Non. J'aime pas une vie où je sors et peut-être je vais me faire poignarder et tout. Non. Et puis, j'ai pas beaucoup de différence avec la femme sénégalaise. Le temps déjà, tu vois, fait que je sors pas du lot. Je peux facilement, c'est fluide, ça se sent pas. Et puis, j'aime la culture. Je pense que dans la sous-région, j'aime Cheikh Anta. Donc, mon rêve, c'est de partir à l'université Cheikh Anta Diop. Mon rêve, c'est d'être environnementaliste, mais je veux rester au plus près de mes communautés. Mes communautés, c'est le Sahel. Et je veux pas m'éloigner du Niger parce que aussi j'ai toujours ce besoin de tout de suite pouvoir être capable de revenir à la maison dès qu'il y a quelque chose. En ce temps, il y avait Air Sénégal, c'était 4 heures de temps. Donc, dès qu'il y a quelque chose, on te prend le billet, tu cours à la maison et puis c'est bon.
Le Sénégal aussi parce que, oui, finalement, ça fait partie de mon identité. Je sais pas. La Teranga, il y avait la Teranga. J'étais venue, il y avait la Teranga. J'ai eu des très belles amies, copines, encore qui sont dans ma vie. Et puis tout l'apprentissage. Et puis, tu vois, tu quittes le lycée maintenant pour l'université. Et les parents te font confiance. Donc, c'est là où tu te forges et tu te découvres. Et tu vois tes limites. Et c'est fabuleux de recevoir une éducation qui, finalement, est ton jalon. Parce que quand tu viens, tu as la liberté que tu veux. Si tu veux la liberté, tu l'as. Mais parce que tu avais déjà la liberté chez toi, c'est rien. J'étais même devenue casanière, bizarrement, à Dakar. Après, un peu plus active dans les associations, dans les amicales du Niger, où j'étais présidente d'ailleurs, j'en suis très fière. Mais écoute, oui, c'est ça ma vie au Sénégal, et donc je parle aussi un peu wolof. Oui, parce que tu as dit que ça fait partie de ton identité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que ça fait partie de ton identité? Je pense qu'en vivant pratiquement 6 années au Sénégal, si tu aimes le pays, si tu vis authentiquement, il y a des choses qui seront ancrées en toi. Je pense tout de suite, chaque fois que je rencontre quelqu'un, on me dit « Sénégalaise ?» Avant qu'on dise nigérienne, tu vois, on voit même pas là Hausa. Je t'ai dit, on est censé être très discrète ou elles sont très discrètes. Je fais pas Hausa. Pas du tout. Pas de vue, en tout cas. Mais dans les attitudes, oui, très carré, quand même. Mais je fais sénégalaise probablement dans le style. Parce que aussi, je suis arrivée avec un style, tu as un style qui évolue. Donc, j'ai trouvé un style peut-être qui est peut-être plus sénégalais que Hausa. Je vais reconnaître, ou plus contemporain, tu vois. Donc, oui, non, je fais souvent sénégalaise. Est-ce que quand tu as grandi au Niger, donc à Hausa, et tu me parlais de la diversité, est-ce qu'il y a des dynamiques interethniques que tu as dû, en tout cas que tu as vues ou que tu as dû naviguer dans la façon dont tu as grandi? Oui, il y en a toujours et j'espère que ça restera. Franchement, et ma mère ne le permet pas. Non, tu peux pas. C'est que c'est l'humain qui prime. Maintenant, tout ce qui vient après, c'est peut-être sur certaines valeurs qu'on va insister, mais pas la religion, pas comment la personne est, non, pas du tout. Et tu grandis et on commence à te montrer certaines différences. Ah oui, lui, il est chrétien, ou lui, il est musulman. Et tout de suite, tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi la différence? Oui, est-ce que c'est une tare? Est-ce que c'est une maladie? Pourquoi on doit dire? Qu'est-ce que ça change? Pour moi, c'est mon oncle préféré. Ça changera jamais et ça changera jamais. Et venant aussi de groupes ethniques différents, par exemple, mon père venant du Nigeria, Hausa Fulani, très fier d'être musulman sur des générations et tout ça. Et tout de suite, par exemple, entre les Hausa, les Fulani et les Maoris, ma mère, dont je suis très fière d'ailleurs, qui sont plus animistes, tout de suite, dès que tu dis ton nom, on dit que ça c'est Maori. Et tu dis, on dit que, et où tu pars prier, et on dit que, vous aussi vous priez. Et c'est des blagues bizarres qui font que, est-ce que tout le monde peut avoir le choix d'exercer une religion ou une autre? Est-ce qu'on peut se respecter dans nos religions, avoir du savoir-vivre et ne pas penser qu'on est au-dessus de telle personne parce qu'on appartient à telle ou telle religion? Donc, je pense que c'est plus les confessions religieuses qui m'ont souvent un peu heurtée. Mais souvent, même pas moi directement, hein, parce que moi, je suis Maori, je suis fière. Ma mère, elle est Maori, je suis fière. Donc, moitié Maori, moitié Hausa Fulani, je suis fière des deux. Mais il n'y a pas un qui prime sur l'autre pour moi. Il y a pas. Il n'y a pas parce que les autres sont animistes. Et d'ailleurs, j'aime bien ce côté animiste, mais peut-être qu'on aura... mais je veux savoir, explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire être animiste? Et c'est quoi ce côté animiste, justement, que tu connais et reconnais? Alors, dans cette zone, si tu demandes aux colons qui sont passés par là-bas, ils ont eu très chaud parce qu'il y a une reine qui s'appelle Sarauniya Mangou, oui, et qui a le pouvoir d'envoyer des tourbillons de sable. Et donc, elle envoie des tourbillons de sable. Vous retrouvez plus. Le village, il est où? Finalement, ça s'appelle le village de Lougou. Donc, on a même, je pense, à ce moment, on a une médaille qui s'appelle Sarauniya Mangou, qui est une médaille
très valorisé. Si tu l'as, c'est que j'espère que je l'aurai. On te supporte. Mais voilà, ça on y a mon goût, qui fait que et jusqu'encore, hein, c'est une reine. Là-bas, c'est toujours une reine. Et donc toute cette zone, ils sont, comment dire, animistes ou je vais dire traditionnalistes ou je vais dire proches de la nature. Pour moi, c'est juste, ils ont cette proximité avec la nature qu'ils n'ont pas perdue. Parce que le choix des religions souvent fait que tu dois enlever tes traditions, tes cultures, elles valent plus rien souvent. Ou non, elles offensent Dieu souvent. Ça dépend du message qui est passé. Et tu dois renaître de nouveau et choisir ta religion. Mais peu importe laquelle. Hein. Et donc, quand tu choisis, tu ne te reconnais plus. Alors que et tu t'éloignes de ton identité, tu te perds. Parce que dans l'adoption de la religion, souvent, tu adoptes l'identité de quelqu'un d'autre. Ça va au-delà de la religion. Souvent, on fait l'amalgame. Et moi, je veux et je tiens, parce que dans ce que je fais aussi, c'est toujours cette souveraineté culturelle, cette souveraineté alimentaire, mais culturelle surtout. Parce que si on perd ça, on perd la proximité avec la nature. Comment on la protège si on n'est plus proche d'elle, comment on sait? C'est des personnes qui savent lire la nature, qui peuvent voir, qui peuvent te dire que oui, cette saison, on n'aura pas l'hivernage. La même chose que le météorologue va te dire. Bizarrement, eux, ils vont voir, ils vont dire, mais pourquoi ne pas apprendre? En quoi c'est une sorcellerie? Je veux d'abord voir avant de juger, tu vois? Et donc, ils parlent aux djinns. Ils peuvent aller en transe, ils peuvent être possédés par des esprits. Ça s'hérite. Je suis pas encore tombée en transe, donc il se peut que je n'en ai pas. Il se peut que j'en ai, mais il faut en être. Il faut être initié. Oui, mais il faut en être conscient. Oui. Parce que si j'en suis pas consciente ou que je le réunis et que je tombe ici dans ce studio, vous faites comment? Et à ça, parce que certaines fois ça fait partie de ton ADN ou de toute ta personne donc on ne sait pas si on nous le cache. Et que c'est peut-être en étant en présence de quelque chose que ça le provoque. Mais si je ne sais pas, je ne peux pas l'éviter. C'est de donner les options et les choix aux gens d'accepter d'être naturel ou proche de la nature ou autre. Donc, mais je ne suis pas contre les religions, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que ce sont les traditions, ce sont les croyances qui étaient là avant que les religions arrivent. Et qu'il y a une sorte de conflit ou d'idée que pour choisir une religion, il faut abandonner ça, alors qu'en fait, ça devrait être possible de juste ajouter, parce qu'il y a plus de richesse en gardant qui on est, et d'ajouter une autre religion, mais c'est un cheminement qui est très difficile, et je pense que beaucoup de gens, de façon individuelle dans leur spiritualité, font face à cette dualité-là, je sais que ça m'appartient. Et ça, on est en train de me passer un autre message où on me dit, et je suis entre les deux, donc je fais un peu de tout, mais il y en a que je cache et il y a l'autre qu'on montre en société. Enfin bon, c'est complexe. Oui, mais toujours sur ce sujet, quand tu es dans le domaine de l'environnement, dans lequel j'exerce, du changement climatique, tout de suite, tu sais ce qui te frappe quand tu parles dans les conférences. On entre dans les salles, tu es remarqué seulement parce que tu as porté un collier en kori ou une robe... un truc en boubou, ou en bazin, ou en pagne, parce que c'est flashy, parce que ça sort de l'eau, juste parce que c'est beau. Ça c'est africain, et c'est pas grave, d'accord, c'est joli, c'est beau, d'accord, au moins vous avez remarqué. Quand un aborigène entre, qu'il soit de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie, tu as la chair de poule. Quand un Amérindien entre, mais c'est toute une confidence qu'il transporte, toute une histoire. Tu vois la fierté qu'il porte à lui et tout de suite, tu as envie de te taire et tu te dis que oui. Ils sont fiers de qui ils sont, ils savent d'où ils viennent. Tu peux pas les ébranler. Tu n'as pas le choix. Tu vas les respecter, tu vas accepter, tu vas voir et ils vont s'imposer. Et c'est ça qui nous manque. Et l'Africain, quand il vient souvent, bon, si tu es bien habillé, si tu te défends bien, ça va. Sinon, bon, c'est un noir comme un autre. Et ça, tu vois, pour des peuples qui appartiennent au premier continent ou au savoir
initiale, pour moi, c'est une honte, tout simplement. Donc, si tu me dis, Maori, mais oui, je le suis. Et tout de suite, si tu connais l'histoire, ah d'accord, c'est vous, oui, c'est nous. Et puis, ça passe. Parce que si moi-même, j'ai honte d'où je viens, tout de suite, il y a rien à avoir honte. Tout de suite, c'est l'autre qui va. Donc, je te prête le flanc pour me taper. Non. Il faut juste être fier de son identité, mais surtout la connaître. Parce que si tu la connais pas, tu la portes pas. Tu n'émets rien comme énergie. Tu vois, tu es juste, c'est pas juste, mais tu es juste un musulman ou juste un chrétien et puis tu es africain. Déjà, on va même vous mettre dans la même corbeille alors que vous avez différentes nuances d'africains. Et même dans Niger, quand tu parles du Niger, vous avez 12 ou 13 différentes nuances. Donc, oui, connaître nos histoires et puis les prendre, les assumer. Si tu as jonché les rues d'Abidjan, je te dis rien. Les blagues tombent, tu dois les éviter. Donc, tu vas rire sur tous les coups. Quelque chose va se passer. Vous allez vous marier. Vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Vous n'allez plus jamais vous rencontrer. Mais ce moment que vous partagez dans un bus ou juste en traversant la route parce que quelqu'un a fait un truc idiot, juste ça. Dès que tu quittes, tu sais que tu as quitté. Et tu te sens africain parce que tu te retrouves à faire un truc et tu te dis, ah, je suis seule. OK. Il y a que moi. C'est un truc d'Africain. Donc oui. Il y a eu des moments. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être africaine? Pour moi, c'est d'être... Parce que la plupart du temps, je suis très bien habillée quand je vais en conférence et tout. Donc, ça veut dire porter un étendard d'élégance, de beauté, de culture. Parce que si tu te tais, personne n'est là pour te défendre, hein, ou pour même changer la narrative comme on veut le faire. C'est rayonner la richesse d'un continent qu'on veut rendre méconnu, qui n'est pas méconnu, mais qu'on veut faire taire. Et nous, c'est toujours cette lutte de vouloir sortir de... Vous voulez nous faire taire, mais on va parler, on va dire, et vous savez qu'on a raison. Donc, c'est être africaine, pour moi, c'est ne pas se taire et assumer son africanité et le dire ou même agir, avoir l'attitude africaine, donc avoir du leadership. Tu n'as pas honte, tu n'es pas là pour... Non, tu n'es pas là pour te cacher, pour te terrer. Non. Tu as un savoir, tu as un background, si tu l'as, et puis tu es d'accord. C'est pas de l'arrogance, mais c'est de la confidence. Et donc, être africain, c'est être vibrant, être rayonnant, avoir cet humour-là, mais être fier, très fier. Là, tu parlais de justement être africaine pour toi, c'est de le dire, c'est de ne pas se laisser, comment on dit, taire ou museler. Voilà, ne pas se laisser museler. Et en même temps, tu m'as décrit la femme Hausa qui est discrète. Justement, et je t'ai dit que dans l'Afrique, il y a tellement de nuances, il y a tellement 1000 shades of Africanities. So, que tu ne peux pas, tu choisis. Moi, peut-être le contexte fait, et je t'ai dit, si j'étais restée dans le contexte, ça, j'aurais eu déjà mes 4 ou 5 enfants, mais les contextes font que la vie évolue. Et peut-être nous, on a eu ou la chance ou la malchance d'être allé loin à l'école et de ne pas avoir eu la chance de se marier ou d'avoir vécu ailleurs ou d'avoir vécu des événements qui ont fait que finalement, tu peux pas te taire. Parce que aussi, il y a des choses je suis sûre que tu me poseras la question, mais qu'est-ce qui fait que tu as choisi peut-être telle passion ou tel travail? C'est toujours un déclic. Ça peut être négatif, ça peut être positif. C'est des contextes qui le font. Nous, on a eu la chance chez nous, tu as le droit à la parole, tu parles. Ils étaient ouverts, nos parents, ils parlaient. Notre père était très politique, très engagé. Il parle, donc on a appris ça. Et il nous parlait, donc... On vous a donné une version de vous-même où vous pouvez parler. Oui, on avait cette chance. Et justement, tu parles du fait que tu aurais pu être mariée plus tôt et avoir des enfants. Quelle est cette position du mariage dans ta vie et dans ton ressenti? Ça, c'est la plus dure question. Hein. Je pense pas qu'il y aurait une plus dure. OK. Oui, j'aurais pu, je pense, si... Alors, j'ai grandi à Zender.
jusqu'au collège. Après, on est reparti à Niamey quand même pour le lycée. Et puis, je suis venue au Sénégal. Je pense qu'à un moment ou à un autre, j'ai arrêté de croire au mariage. Parce que aussi, tu grandis et tu observes. Et tout de suite, l'institution mariage, je pense à certaines années, a pris des coups. Moi, autour de moi, il y a eu des divorces. J'ai vu des ménages qui, bon, c'est pas ceux dont tu rêves. Et tout de suite, ça te traumatise et tu te dis, ça peut attendre. Ou alors, certaines fois aussi, tu es dans une famille où tu as des tantes qui sont jeunes, où tu as des grandes sœurs qui sont pas encore mariées. Donc, moi, dans mon cas, j'avais pas la pression. Je pense que, je suis désolée, vous avez pris la pression pour nous, mais je pense qu'elles ont pris la pression sur eux. Elles étaient la priorité. Et on vous oublie. Pas on vous oublie, mais... On vous laisse tranquille, quoi. Oui. Donc, nous, elles se sont sacrifiées. On a respiré. Et on nous a un peu oubliés, c'est vrai, hein? C'est vrai. Parce que pour eux, il faut qu'elles partent. Celles-là, il faut qu'elles se marient. Elles sont les plus âgées. Voilà, l'horloge tourne et tout. Et puis vous, après, quand on se rend compte, ok, elles ont quand même déjà 30 ans. Celles qui ont les plus petites. Donc, mais la position du mariage, je pense, je n'y croyais plus. J'y crois. Parce que après, tu te développes personnellement. Tu lis, tu vois et tu sais qu'il y a certains choix que tu vas faire qui vont briser certaines chaînes ou d'autres qui vont te libérer. Et si tu choisis de te libérer, alors tu peux y croire. Tu peux trouver une personne qui t'entend, qui t'écoute, avec laquelle vous serez alignés et puis ça va aller. Donc, avant, j'y croyais pas. J'y crois. Il suffit de rencontrer la personne. Et c'est quoi ces chaînes dont tu parles? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui... On rencontre celui qu'on veut ou celle qu'on veut, et puis on choisit, et puis on se marie, on dit à ses parents, oui, bonjour, on va se marier, voici la date. Tu rigoles, donc c'est comment ça se passe? Alors, c'est pas aussi simple que ça. Les parents ont certaines attentes, notamment, on y revient, religieuses. Les valeurs, tu connais, tu les as reçues, tu es plus ou moins d'accord et tu t'es construite aussi, tu as d'autres valeurs qui se sont ajoutées. On va même dire que tu es trop sélective. Il faut réduire les choses, comme ça tu vas trouver quelqu'un. Et tu n'as pas besoin d'un 9 sur 10, tu peux aller, même 4 sur 10, c'est bon. Faut partir. Ça n'est même pas la moyenne. Ah non. Vous partir. Mais il y a des attentes. Et quand tu viens de communautés traditionnelles, il y a certaines attentes qu'il faut remplir. Quand ta famille paternelle, si encore elle est maternelle et Fulani, peut-être ça peut passer, mais c'est les hommes qui donnent la main. Ils sont Fulani, ils sont Hausa, ils sont musulmans. Ils donnent pas la main de leur fille à un homme musulman. Ça, c'est le problème que beaucoup, comme moi, ont rencontré. Beaucoup d'amis ont rencontré ce problème. Souvent, on y croit, on se dit, on va lutter, ça va aller. Une fois que mon père sait que c'est le bon, il me respecte et tout, ça va le faire. Ça le fait pas. Je te dis que souvent, ils y tiennent. Et tu peux pas choisir un homme, laisser tes parents, ou vice-versa, parce que tu sais pas de quoi demain sera fait. Mais surtout, pour moi, c'est le fait de ne pas exposer l'enfant d'un autre. Parce que tu amènes l'enfant de quelqu'un et on dit on l'aime pas. Littéralement, c'est ce qu'on dit. Et si c'était moi? Tu vois un peu? Donc, je ne veux pas faire vivre à qui que ce soit ce sentiment de rejet. Et pour beaucoup de fois, je me suis pas engagée parce que, justement, je sais que à un moment, au dernier moment, vous aurez tout parcouru. Dernier moment, on va dire, niet, non, ça passe pas. Et donc, c'est ce genre de chaîne. Les autres chaînes, je pense que ça va, surtout que les gens maintenant de plus en plus vivent ailleurs qu'en Afrique, à côté de la belle famille. Donc, quand vous êtes loin, ça va. Mais le côté religieux, où vous devez sauter le pas, non, pas encore. C'est pas arrivé là-bas. Je pense pas que ça va arriver. Donc, en gros, pour toi, tu as accepté ça. Tu sais que tu cherches quelqu'un avec qui vous serez connecté, que vous aurez des choses en commun, mais tu as accepté le fait que si cette personne n'est pas musulmane, il y aura un problème. Je pense pas l'avoir accepté. Ah, voilà. Parce que sinon, j'aurais été mariée. Non, je pense pas l'avoir accepté. Je pense que je suis encore un peu idéaliste en pensant que ça pourrait toujours passer. Parce que je comprends pas pourquoi le rejet, en fait. Ah oui, non, moi non plus. C'est pour ça que je demande ce que tu as. Donc, tu te dis que quand l'occasion se présente, ou si ça s'est déjà présenté, mais là, si ça se représente,
tu te dis que tu es prête à essayer de faire avancer la conversation C'est marrant. Et si mon père entend ça, il va dire que ton plan ne va pas marcher. Mais ce que je veux dire, c'est que avec l'âge, je pense qu'à un moment, ils désespèrent et ils finissent par accepter. Mais c'est facile si tu vas vivre loin. Donc, ils vont pas te voir, c'est bon, la société ne sera pas sur leur dos. C'est bon, elle a rencontré un Ivoirien, ils se sont mariés. Je pense, c'est quand vous vivez, on vous voit, on voit vos pratiques religieuses et tout, que voilà, les gens ont à dire. Et quand aussi vous êtes tout jeune, on peut encore vous retenir. Mais quand l'âge, tu vas pas me poser la question de l'âge, non? Voilà. Donc quand l'âge avance, à un moment, il désespère et il cède. Bon, je trouve que ton âge n'est pas avancé, hein. Donc, oui, mais en âge Aoussa, non. Là, c'est bien avancé. Non. Alors, tu parlais à un moment d'être environnementaliste. Qu'est-ce que ça veut dire d'être environnementaliste? Quelles sont les choses que tu fais et qui te remplissent de joie? Ah, ça c'est très facile. J'aime la question. Ce qui me plaît, c'est planter les graines, toutes graines. C'est la chose la plus fabuleuse pour moi, c'est toujours de découvrir les graines. Elles sont tellement différentes, tellement belles. Tu veux savoir, tu lis, on dit germination au bout de 14 jours. Je te dis quand ça fait 13 jours, ça n'a pas poussé. Tu te dis que, est-ce que j'ai la main, est-ce que ça va pousser? Et quand ça poussait comme si c'était un enfant et tout ça. Et moi, c'est ce que j'adore faire. C'est pour ça que j'ai une pépinière d'arbres, seulement d'arbres locaux, des natives comme ils les appellent. Et oui, je pense que c'est ma plus grande joie. Tu oublies tout. Dès que tu es calé dessus, tu veux juste planter. Tu veux ta pépinière, tu veux que ça soit beau. Tu oublies tout, tu voyages au fil de ça. Et puis voilà. Donc, c'est l'une des choses qui me rend le plus heureuse, je pense, oui. Est-ce que tu peux me parler de 2 ou 3 graines qui sont tes graines préférées et pourquoi? Ok. Le baobab, à cause de sa majesté, c'est beau, c'est grand. Ça sort de l'eau. Tout de suite, ça change tout l'écosystème. Il y a un baobab, toute la landscape change. Tu prends une photo, c'est ce qui ressort. Tu viens, tu as une connexion avec le baobab, parce que aussi le fruit, on en a parlé. Yeah. Très goûteux. Tu m'expliques des choses, oui, là. Oui. Il faut que je sous trouve. Toutes ces formes, c'est très beau. C'est très bon. C'est difficile, hein, comme question. Je vous abandonne pas mes graines, mais écoute, il y a quelque chose que j'aime bien dans le haricot. Parce que j'ai grandi dans la culture du haricot aussi. On fait des associations de culture dans les champs de nos grands-parents. Donc, c'est mil, haricots, ou bien sorgho, haricot. Donc, il y a toujours une légumineuse et il y a toujours une céréale. Donc, le haricot, définitivement. Le gombo, j'adore. Bizarrement, je ne mange plus. Mais j'adore. Parce que c'est proche du nom de mon père. Mon père s'appelle Gambo. Et le gombo. Et je me rappelle, au primaire, pour te faire pleurer, on cherche toujours des choses. Et quand on m'appelait, qui ça, gombo? En fait, ils pensaient que ça allait me faire... Une fois, je suis partie, j'ai pleuré. Après, j'ai dit, ils peuvent pas me faire pleurer. Demain, s'ils disent ça, je résiste. Donc, le lendemain, qui ça, gombo? Qui ça, moi aussi, ils disent, gombo. Et ils se disent que oui. Donc oui, le gombo, et parce que aussi tout le temps les gens se trompent parce qu'il y a le nom sur le passeport. Donc gombo, et puis je ris et je dis, surtout quand c'est Côte d'Ivoire ou Sénégal, j'ai dit, vous aimez bien le gombo, vous voyez? Quelqu'un dit, oui, c'est ma sauce préférée. J'ai dit, bon, d'accord, pas sur gombo. Mon père, c'est gambo, et puis tu vois tout de suite, ça détend les choses, oui. Pour l'ulcère gastrique, oui. Donc apparemment, pas apparemment, mais moi, à un moment, j'ai remarqué que j'avais toujours des remontées après, alors que j'aime le gombo. Attends, c'est tellement bien fait. Il y a la version sénégalaise, il y a la version gombo sec, gombo frais et tout. Mais 2-3 fois, j'ai réessayé. C'était pas agréable et je tiens à mon sommeil, donc non. Non, j'aime dormir. Donc, tu m'as parlé de l'Australie. Qu'est-ce que l'Australie vient faire dans ce parcours? Dis-moi ce qui se passe avec l'Australie. Alors,
Tu sais, tu as parlé de parcours De migration. de migration. J'avais fait un petit calcul et toute ma vie, alors le plus de temps que j'ai vécu, c'était au Niger, puis au Sénégal, puis en Australie, et le reste du temps entre les pays, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Je me disais, mais l'Australie, alors, Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et pourquoi autant de temps là-bas et tout? C'est loin, c'est très loin. J'étais fascinée par les kangourous. Et on avait, tu vois, les atlas, là, quand on était petit. Pour moi, c'est les plus belles choses de la vie, c'est les atlas et puis les livres de cuisine. Ah, j'adorais ça. Même si je mange pas ça, même si je connais pas, je vais regarder. Je connais tous les livres. Ma mère a une collection de ces différentes couleurs, tout un truc. Je les connais par cœur. Et c'est des cuisines d'ailleurs. Mais c'est beau, c'est bien présenté. C'était mon rêve, avoir un livre de cuisine. Maintenant, les animaux, le kangourou. Et c'est elle qui m'a dit. Et elle a même oublié. Hein. Je dis, mais ça, c'est quel animal et tout. Elle me dit, c'est un kangourou. Ça, il faut aller loin pour voir ça. Il n'y a pas ça chez nous. J'ai dit, loin jusqu'où? Elle me dit, parce que pour moi, loin, avant, c'était Niamey. Tu vois, accéder, regarder. Elle me dit que, non, loin. C'est même pas ici. Donc, quand elle prend la carte, elle dit, c'est loin, en bas, là-bas. Je dis, d'accord. C'est toujours resté dans ma tête. Moi, il faut que je vois un kangourou vivant. Il faut que je le voie. Et c'est resté quelque part dans ma tête. Apparemment, j'ai oublié. Et j'ai travaillé avec le ministère de l'Agriculture au Niger. Et avait une opportunité de partir étudier en Australie. Personne n'était intéressé. Les femmes ont dit que non. Qu'est-ce qui va m'amener? C'est loin. C'est où on sort? Moi, je vais laisser mon mari, mes 2 enfants pour partir. Jamais. Elles ont boycotté la chose. On a dit, il y a une réunion, ils vont venir nous présenter l'Australie et tout ça. Elles ont dit que qui va partir? Moi, je vais partir. Déjà, pour partir, c'est 2 jours. Et puis, tu pars, tu vas faire l'anglais. Et moi, c'est l'anglais qui m'intéressait aussi. Tu es dans le domaine de l'environnement. Toutes les données sont en anglais. Et je suis désolée, tu pars à une conférence. Dès qu'on te dit que la traduction ne passe pas, tu mords. Ça veut dire que tu viens de perdre 3 heures de données, de temps, d'apprentissage, de connaissances, de partage. Et ça te frustre. On te le fait une fois. Tu n'es pas d'accord, on ne peut plus te le refaire. Donc, moi, j'ai déjà goûté à ça. J'ai dit que non, plus jamais ça. Et il me fallait faire ça. Tu tombes en Australie, il te donne l'anglais, tu te dis, je suis tombée. C'est quoi? Ça, c'est pas ce qu'on m'a appris. À l'aéroport, j'ai paniqué. Et le gars qui m'a parlé, et tous les autres, ils ont dit que oui, ils voient toujours ça sur les premiers venus, les premiers arrivés, si c'était la première fois. Et puis, il m'a dit, après, il a posé la question mot par mot. J'ai dit que oui. Et j'avais écrit quelques mots. J'ai dit, au cas où quelque chose arrive, au moins j'ai tout écrit. Et je lui ai passé la feuille. Il a lu et il dit, you're smart. I said, yeah. At least, j'ai tout mis sur un papier, tu vois. Donc, pour moi, c'était l'anglais. C'était le dépaysement. C'était la nature. Je voulais découvrir Les kangourous. Oui, les kangourous, des koalas, les peuples aborigènes, mais fabuleux. Une connexion à la terre fabuleuse. Et aussi, c'est des goûts des choses que tu vas plus avoir à goûter ou tu pourras plus goûter parce que c'est ce que je fais, les bush food, les native food, c'est la nourriture locale qu'on est venu faire taire parce qu'on dit que c'est sauvage, c'est ceci, il faut manger ci, on vous apporte cela, on vous apporte la civilisation, tu vois. Ça, c'est sauvage. Donc, les gens ont soif de redécouvrir ça parce que c'est là aussi, ça fait partie de l'écosystème. Si vous le détruisez, vous détruisez tout ce qui est la biodiversité qui va avec, tout ce qui est tradition qui va avec parce que c'est ce qu'on utilise pour faire les rites, les traditions et beaucoup d'autres choses. Se soigner. Oui, et se soigner, définitivement. Donc, quelqu'un ne va pas venir prendre ta chose, aller faire, synthétiser, faire quelque chose, te faire croire que c'est pas bon. Mais toi, tu fais quoi avec? Tu vois? Donc, le mindset, il y a quelque chose qui... Il y a du travail à faire, tu vois. Donc, il me fallait partir à animation. Et puis, je suis partie. J'ai fait la période Covid là-bas. C'était pas prévu comme ça. C'est arrivé comme ça. J'ai fait avec. Et je pense que j'ai grandi de 10 années. En quelques années, j'ai grandi de 10 années. Parce que je viens juste de rentrer. Je suis rentrée il y a pas longtemps. Et oui, donc oui, ça pèse beaucoup. Ça pèse. Je veux pas... je pense que le Niger est plus important en ce qu'il m'a apporté, mais le niveau langue, je suis obligée de reconnaître parce que je suis passionnée de langue aussi. L'Australie a fait beaucoup. Et aussi le niveau, tu vois, tout de suite, tu n'es plus... Ça te fait pas rêver.
le monde occidental ne te fait pas rêver. Tu vois le gap et tu vois des territoires qu'on est venu faire taire pour asseoir une civilisation dite supérieure. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et oui, non, ça te remet, tu remets tout en cause. Donc, beaucoup d'apprentissage, j'ai beaucoup appris. Où tu es restée longtemps? Je suis restée en tout 3 ans. Le soulagement, parce que déjà, nous, on attendait tous le vaccin pour pouvoir rentrer. Tous ceux qu'on voulait. On voulait pas se vacciner, mais si tu fais pas, tu sors pas. Même s'ils vont nous mettre dans le micro-ondes, on va partir. Donc moi, j'attendais ça. Je te dis que on attendait ça. Je dis, vaccinez, mettez ce que vous bombardez, nous, on va partir. Donc tu te rends compte que pendant que mes cousins disent que tu es folle, moi, je connais mes chances. C'est pas ma chance. Ça, c'est un step, une étape dans ma vie. Ça a même duré plus longtemps que prévu. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Je ne me vois pas finir en Occident. Pas du tout. Pas du tout. Tout ce que j'ai appris, tu vois, c'est pour servir nos communautés, pour servir le Sahel, sinon l'Afrique en général. Mais non, je ne vendrai pas ça pour rien au monde. Donc, tu as eu le soulagement et l'accueil de la terre. Oui. Les pleurs, tout. Dès que je suis arrivée, et ça m'a semblé trop long. C'est trop long. Pourtant, quand je partais, c'était 2 jours, mais excité, tu sens rien. T'as pas mal au dos, t'as pas mal aux jambes. Quand tu reviens, tu as mal partout parce que tu t'es dit, tant mieux et tout. Et, mais très soulagée. Et puis, tu vois, ça te conforte dans tes choix. Je pense que la seule chose qui m'a manqué, jusqu'encore qui me manque, il y a des oiseaux derrière la fenêtre de ma chambre en Australie qui me manquent toujours. Parce que c'était ces oiseaux qui me réveillaient. Et tu vois, c'est la période Covid. Il n'y a rien. Donc, ça rythmait mon quotidien. Et je suis rentrée, je me suis réveillée. J'entends les marmites derrière la fenêtre. Et j'ai dit, je suis où? Je suis revenue. J'entends la voix de la voisine. Faites ceci, j'ai dit, bienvenue. C'est très bien. Et là, non, c'est bon. Tu n'as pas dit que tu veux venir? Ah, voilà. On est là. J'ai dit que ouais. Quel accueil. Ça m'a marqué. Mais en même temps, tu vois, ce qui fait que je suis africaine et que je suis fière d'être africaine, c'est aussi ça. Ce sont aussi ces intrusions sociales que tu t'y attends pas, on te tombe dessus. Oui. Tu t'habilles, on te dit que ça là, tu comptes sauter comme ça. La même personne, une semaine après, j'ai fait des bouts. Elle me dit que, mais tu vas où avec ces gros boubous? J'ai dit, mais choisissez. Qu'est-ce que vous voulez exactement, tu vois? Ça m'avait manqué. C'est toute la sagesse des Africains. Les communautés m'ont beaucoup manqué parce que j'ai beaucoup travaillé sur le terrain. Cet humour où tout de suite vous échangez des éclats de rire. Ouh là là, ça te manque passionnément. Et aussi les proverbes. Ça m'a manqué. Parce que je suis habituée, je viens de contrées où tu demandes, est-ce que s'il te plaît, je peux avoir la bouteille d'eau? On te sort un proverbe. Mais donne l'eau. On ne peut pas faire de la fine, oui, fine, non, ou peut-être, mais Amen. Moi, j'ai juste demandé, passe la calebasse. Maintenant, ce que je fais après, c'est bon. Non, ça m'a manqué. Il y a des choses qui m'irritaient avant qui m'ont manqué. Et quand je reviens, quand quelqu'un fait ça, je dis que ouais. C'est bon, maintenant, j'accepte. Je suis là, je prends, tu vois. Donc, il y a des degrés de conscientisation peut-être que tu acquiers parce que tu as pris quelque chose pour granted et tu te rends compte que, hey, ça faisait la beauté de ma vie, ça rythmait quelque chose et ça, il n'y a rien qui puisse le payer. Si tu devais me dire ce que c'est le Niger en quelques phrases, en Hausa, qu'est-ce que tu dirais? Et après, tu nous traduis, pardon, parce qu'on ne sait pas en parler. Niger, je dirais Niger, terre de guerriers, parce que c'est un territoire qui a connu beaucoup de royaumes, d'empires, beaucoup de guerres, les intrusions coloniales et tout. Il y a eu beaucoup de morts. D'ailleurs, il y a le gouvernement qui est maintenant en train de travailler sur le record de ce qui s'est fait, les mensonges, ce qu'on a fait taire et tout. Ils sont en train de faire un travail dessus. Donc, je ne vais pas dire terre d'hospitalité parce que je suis au Sénégal, je vous laisse la teranga.
Mais oui, terre de guerriers parce qu'il y a énormément de résilience. Ce sont des territoires qui sont plus ou moins arides. Et quand tu connais le Niger, 2/3, c'est désertique, c'est le Sahara. C'est très beau. C'est la partie la plus belle du Niger. Si tu dois visiter, visite le nord. Et tu te rends compte. Et moi, je pense que un des déclics de ma vie aussi, c'était se retrouver dans le désert. Pardon, il n'y a pas d'électricité. Tu vois le ciel de l'art à l'art. Tu es posé et tu ne vaux pas plus que le grain de sable du désert. Tu dis que quelque chose arrive, tu es perdu, tu es dead. Il n'y a rien à faire. Et tu te rends compte que tu es minuscule, tu ne vaux rien. Et tu te dis, mais finalement, je laisse quoi? Parce que même ce grain de sable, il roule. Après, il forme des dunes et tout. Mais toi, tu laisses quoi? Et ça te fait te dire que, ok, objectif. Et tu t'éloignes de ton ego et de toi, ta petite personne. Et tout de suite, ok, ma communauté a besoin de quoi? Mon pays a besoin de quoi? Si je sors, si je dois aller au Niger, on a besoin de quoi? Je me rappelle, j'étais très jeune. Si tu me dis, quand tu dis Niger, les gens ne comprennent pas. Ils disent, ah, Nigeria. Mais ils passent à autre chose. J'ai dit que non, on revient. Je dis Niger. Ils disent que oui, Nigeria. Moi, ici, au Sénégal, la première année, je dis Niger, la personne dit, Nigeria. J'ai dit que non, c'est mon pays, je connais. C'est-à-dire que c'est même pas que c'est un territoire que tu peux ignorer. Je te montre à Amérique. J'ai dit, ça, tu peux pas dire, tu vois pas. Mais parfois, ils disent Niger ici. Je sais pas. Vous pouvez pas me dire que vous connaissez pas les 8 ou 9 États qui partagent la même monnaie ou que vous connaissez pas l'histoire des empires qui se sont succédés. Pour moi, c'est impossible. Si tu es africaine, tu connais, si tu es du Sahel, bon, tu connais au moins les différents empires. Bon, un peu, pardon. Si on me dit la Côte d'Ivoire, je ferme les yeux, je mets le doigt, je sais où c'est. Le Nigeria, je sais où c'est. Donc, tu es obligé de sortir la carte et tu dis oui, effectivement, le Nigeria, il est là. Et je dis même, superpuissance, je dis, vous pouvez pas. No time, ils sont partis déjà. Oui, tu m'as déjà énervé. Moi aussi, je te dis ça. Je dis, ils parlent anglais. Leur monnaie, c'est le Naira. Je dis, Niger, juste en haut. Pays classé dernier du monde. Mais on a l'uranium. Mais là, je cherche à comprendre ce que ça veut dire. 10 francs, c'est pas comme vous. Même monnaie. Quand je suis arrivée, j'ai pas fait de Tchèque, même monnaie. J'ai dit, il y a déjà aussi fleuve Niger. Et il y a le fleuve. J'ai dit, voilà. Moi, quand je suis partie à l'école, fleuve, Sénégal, tout ça, tout ça, on connaît. On connaît. J'ai dit, bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais nous, on connaissait ça. Donc, Afrique occidentale, française, tout ça, des termes qu'on ne redira pas dans une année ou deux parce que je suis aussi en train de changer mon vocabulaire. Mais on connaît pas notre histoire. Et souvent, c'est ce qui est malheureux. Donc, maintenant, je m'énerve plus. Je t'explique. Et puis, tant mieux. Après, j'avance. Tu dis que tu es en train de changer ton vocabulaire. Oui. Pourquoi? Et tu le changes pour devenir quoi? Certainement donc, on se décolonise. Comment donc tu vas appeler cette région après décolonisation? Je me considère déjà décolonisée pour une certaine raison parce que moi, je rêve pas d'aller en France ou de vivre en France. J'ai pas certains rêves qui ont une tendance occidentale. J'ai pas ce rêve. Je respecte tout celui qui a ce rêve, mais moi, je ne l'ai pas. Je suis fière et contente d'où je suis, de ce que je suis. Le français, c'est une langue comme une autre. Je t'ai dit, j'en comprends 5. Si aujourd'hui, et c'est ce choix de comprendre l'anglais, il n'était pas fortuit, il n'était pas gratuit et j'ai travaillé dessus parce que demain, si je veux shifter, je shift à l'anglais ou à Hausa ou à Zama et je vis bien. Et donc, je refuse d'être contenu dans un box pour dire que voilà comment il faut y arriver. Décolonisation passe par les savoirs locaux aussi. Quand je parlais tout à l'heure de nos traditions, je refuse qu'on me dise que non, ce sont tes 2 masters qu'on va considérer parce que oui, elle est ingénieure, ceci. Non, avant d'être ingénieur, tous ceux-là que vous avez appelés illettrés, analphabètes, que nous appelons nos grands-parents chéris, ils ont du savoir, ils en ont encore. Ils veulent même en revendre. Et on est en train de les perdre d'ailleurs, un à un. Il y a un grand-parent qu'on avait perdu et je me disais, mais quel gâche. J'ai pas eu les moments que je devais avoir. Et il est ancré. C'est-à-dire que le gars, il est enraciné. Et j'aurais bien voulu la transmission, oui. Il vient, il entre dans l'espace, tu sens.
il est profond. Et tu vois ça, on est en train de parler de ça. Donc, la décolonisation passe par nous connaître notre histoire. Et une fois que tu connais, tu peux plus déconnaître, tu vois. Et ça te change forcément. Et, qui je serais plus ou moins la même, mais je parlerai probablement plus de langue du Niger. Je suis en train d'apprendre le Kanuri, qui est la langue de ma grand-mère maternelle. Et donc, oui, c'est encore et toujours cette fierté. Merci beaucoup, Doris. Merci. Merci beaucoup. J'ai bien appris, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup, je suis très contente d'être venue ici. Et merci pour ton travail surtout.